Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Médian TV Afrique. Nous recevons aujourd'hui Madame Fatou Sow Sarr, présidente du RASEF, le réseau africain pour le soutien à l'entrepreneuriat féminin. Et c'est pour parler de l'entrepreneuriat féminin au Sénégal. Merci présidente d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour cette invitation. Voilà, dans la mise en œuvre de la phase 2 du plan Sénégal émergent, le gouvernement sénégalais donne une place de choix à la femme en privilégiant l'entrepreneuriat féminin. Mais cette dernière fait encore face à de nombreux obstacles, notamment l'accès au financement qui ne favorise pas son développement. Et justement, vous faites le plaidoyer pour l'autonomie financière des femmes. Oui, c'est vrai que le PSE, dans le principe, la déclaration du principe, accorde une place à la femme. Mais quand nous faisons l'analyse du PSE, nous nous sommes rendus compte, nous avons fait quand même le diagnostic, que la femme est plus considérée moins comme opérateur économique, comme agent de développement, plus que comme une question sociale. Je m'explique. Si on prend la question de l'agriculture, on met l'accent sur l'agriculture familiale. Or, l'agriculture familiale, c'est le chef de ménage, c'est-à-dire l'homme qui va avoir le contrôle sur les terres, sur la production. Donc les femmes n'ont pas accès à la terre, ce qui fait que, même si elles ont accès, en tout cas ne sont pas propriétaires parce qu'elles ne le sont qu'à hauteur de un peu plus de 13%, moins de 14, autour de 14% ou 15%, en tout cas une position extrêmement infime. Déjà qu'en 1988, c'était 13,04 et ensuite le dernier recensement de 2013, c'était 13,08. Donc, ça a augmenté de manière extrêmement infime. Donc, si maintenant ça a bougé entre-temps, mais probablement ça ne peut pas dépasser les 15%. Donc, voilà, pour l'agriculture. La politique où on a mis l'accent, c'est sur l'accès au crédit. Or, l'accès au crédit, les femmes ont besoin de financement, ou elles ont besoin, si elles veulent être des capitaines d'industrie, il leur faut des sources de financement extrêmement importantes. Or, le mode d'accès au crédit aujourd'hui, c'est du petit crédit. Seule une minorité de femmes vont avoir des sommes peut-être intermédiaires, mais voilà. Et quand on va regarder la politique de l'habitat, la femme est considérée aussi comme agent social et non pas comme opérateur économique. Il est vrai que le gouvernement du Sénégal, dans les marchés publics, sur le principe, dit que 15% doit revenir aux femmes. Mais même les femmes ne le savent absolument pas. Et on n'a pas mis en place les mécanismes pour permettre à ces femmes d'avoir accès à ces marchés publics. Donc, pour qu'elles puissent avoir accès à ces marchés publics, il faut qu'elles soient des entrepreneurs. Justement, vous parlez de politique et là, notre modèle économique reste dominé par les hommes. Vous l'avez dit tout à l'heure. Comment améliorer les politiques publiques justement en faveur des femmes? C'est des choix d'orientation, c'est de faire l'analyse des inégalités, de savoir où se situent les gaps et de combler les gaps en faveur de la femme. Donc aujourd'hui, les femmes sont majoritairement dans l'économie parce que quand on regarde l'économie du Sénégal, je parle de deux choses. D'abord, l'économie invisible, c'est que l'Université de Thiès avec le centre de CREFAT a démontré que le travail non rémunéré des femmes au Sénégal contribue pour le 30% du PIB de ce pays, mais ce n'est visible nulle part. Mais de notre côté, quand on va regarder les femmes dans les secteurs économiques, comme je vous dis dans l'agriculture, elles ont moins accès à la terre, donc elles ne sont pas productrices, même si elles travaillent pour le compte de quelqu'un, mais pas pour leur compte personnel. Quand on va regarder les petites et moyennes entreprises, c'est 18%. En tout cas, selon les études de la direction de petites et moyennes entreprises, c'est 18% des femmes qui sont chefs de petites et moyennes entreprises. Donc, on a les chiffres qui nous montrent que le gap est extrêmement élevé. Elles sont maintenant majoritairement dans ce qu'on appelle l'informel, ou en tout cas une autre économie parallèle à l'économie officielle. Mais là, elles sont dans de petites initiatives qui sont pour la survie de la famille. Et ça a commencé avec l'ajustement structurel des années 80, qui ont licencié les personnes parce qu'on a supprimé des entreprises qui fermaient, les usines fermées à tour de bras. Et c'est là où les femmes sont sorties massivement au Sénégal pour prendre le relais et s'occuper des familles. Et elles ne sont plus jamais retournées dans les foyers. Je ne vous coupe pas, mais parce qu'au Sénégal, on le sait, les PME constituent l'essentiel de l'économie du pays et l'entrepreneuriat des femmes domine au sein des PME, mais sans être visible à sa juste valeur. Elles ne dominent pas, parce que je vous ai dit, si vous reprenez l'étude de l'ADPME, elles sont 18%, c'est-à-dire des PME structurées. Maintenant, l'économie informelle. Maintenant, quand on parle de l'économie informelle, les femmes représentent 2 tiers de l'économie informelle. Elles sont majoritaires
dans ce qu'on appelle le secteur informel, parce que toutes les femmes entreprennent. Si elles n'entreprenaient pas, la famille ne s'en sortirait pas. Maintenant, là où le bas blesse, l'État a du mal à cerner ce qu'on appelle le secteur informel d'une manière globale. Et comme ce secteur informel est dominé par les femmes, donc vous comprendrez que les politiques publiques ne soient pas efficaces. Et vu même qu'il génère de nombreuses ressources, on ne parle même plus de secteur informel, on parle d'économie informelle. Oui, c'est ce que je vous dis, mais l'État ne cerne pas très bien ce secteur-là et n'a pas une politique en adéquation à la mesure des ambitions de ce secteur. C'est ce secteur-là qui permet à l'État du Sénégal, en tout cas au pays du Sénégal, au Sénégal d'une manière générale, de vivre et de survivre. Comme je vous ai dit, c'est l'historique, il faut remonter aux années 80 avec l'ajustement structurel. Et aujourd'hui encore, tout le monde le sait, il n'y a pas de travail dans ce pays. Il n'y a pas d'emploi, le chômage est extrêmement important, il est massif. Et à partir de ce moment, il est très facile pour une femme d'entreprendre autour des questions de consommation, autour de la restauration, autour de la coiffure, autour de l'habillement. Donc, il y a une évolution naturelle de leurs activités qu'elles faisaient dans l'espace domestique, qu'elles ont étendues aujourd'hui dans l'espace public et elles excellent forcément dans ce secteur-là. Vous l'avez un peu brossé, les contraintes familiales restent aussi un frein et les politiques publiques ne prennent pas en compte leur environnement familial. Que faire pour changer la donne? Regardez, première des choses, la première contrainte pour une femme, c'est la gestion de ses enfants. Il n'y a pas de crèche, nulle part, pour la jeune dame qui veut entreprendre et qui doit concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale. Ce n'est pas normal que des femmes aillent vendre dans les marchés avec plein de saletés, de bactéries, de maladies et qu'elle ait son enfant sur le dos. Dans les pays normaux qui se respectent, des crèches, les municipalités mettent en place des crèches qui permettent à ces femmes de déposer leur enfant en toute sécurité, surveillées, et qui d'ailleurs, si on faisait la corrélation, une approche synthétique, on verrait que ce serait une économie pour nos pays. Parce que éviter à un enfant de tomber malade, c'est éviter un lit d'hôpital qui coûte extrêmement cher, en tout cas dans le budget national. Donc la première des choses, c'est ça. Le deuxième élément, c'est l'éducation des femmes. Vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas un certain niveau d'éducation, d'autant plus que le contexte moderne a tellement évolué avec les nouvelles technologies et autres, et les femmes sont les moins servies. Nous avons fait avec le ministère en charge des communications, dans le cadre d'un cabinet, une étude sur la question du genre et les TIC. Et effectivement, déjà, il y avait une étude antérieure par Marie-Hélène Motin-Sylla de ENDA qui déjà anticipait il y a peut-être 20 ans sur le retard des femmes par rapport aux technologies. Et aujourd'hui encore, cela se confirme parce que les technologies sont corrélées avec l'éducation. Les femmes ayant un niveau beaucoup plus faible, effectivement, et ayant aussi des revenus plus faibles, n'ont pas accès à certains logiciels. Et voilà toute une série de questions d'adaptation qu'il faudrait faire, mais quand même, elles essayent, elles cherchent de s'inscrire dans la modernité. Et puis voilà, vous allez voir même n'importe quelle femme qui fait son business de mendicité dans la rue, qui va avoir son téléphone portable, qui lui est utile dans le cadre de l'activité qu'elle mène. Donc c'est pour dire que malgré tout, même si elles n'ont pas ce niveau d'éducation, elles ont recours au TIC, mais c'est difficile pour elles de progresser si elles ne sont pas formées. C'est là aussi où l'État, ou les politiques publiques plutôt, en tout cas tous les partenaires, doivent avoir cet accompagnement des femmes parce que le futur, c'est les technologies de l'information, c'est l'Internet. Vous ne pouvez pas évoluer si vous n'avez pas une maîtrise de cet outil. Ce n'est plus possible. Peut-être un nouveau modèle de société où il y aura une égalité homme-femme pourrait aider. Peut-être terminer aussi avec ça. Comment renforcer et garantir l'autonomisation des femmes dans les économies nationales, selon vous? Donc, il faut revenir à la base, c'est-à-dire qu'il faut une politique plus juste et plus égalitaire. Malheureusement, les politiques publiques, jusqu'ici, comme je dis, ne considèrent pas la femme comme un agent économique, mais plutôt comme une question sociale. Parce que c'est d'abord le code de la famille qui dit qu'elle est dépendante d'un chef de famille. Et donc, même quand vous allez avoir les statistiques dans ce pays, les femmes sont invisibles. Il nous est très difficile d'avoir des statistiques correctes parce que même l'Agence nationale de développement de statistiques, l'ANSD, a une approche par famille, approche ménage. Or, le ménage, quand ils vont interroger, c'est le chef de ménage qu'ils vont interroger. Et le chef de ménage, c'est un homme. Donc, c'est la perception de l'homme qu'ils ont dans les résultats des travaux qu'il y a. Or, les techniques montrent qu'il est très possible de le faire, mais on va nous dire que ça coûte trop cher parce que c'est démultiplier les questionnaires, c'est changer de stratégie d'enquête, c'est interroger à la fois nous,
dans nos recherches, nous interrogeons pour être dans la perspective genre, nous interrogeons et les hommes et les femmes de manière égale. Et c'est ça qui nous permettra d'avoir le point de vue des uns et des autres, ou les situations, les spécificités des uns et des autres. Parfois, il se trouve que peut-être que c'est l'homme qui est dans une situation plus difficile, mais les résultats montrent que d'une manière globale aujourd'hui, c'est le groupe féminin qui a le plus de problèmes. Or, le développement de ces pays dépend des ressources humaines. Ils ne pourront pas régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés si la moitié des ressources humaines n'est pas prise en compte dans ces politiques publiques. Merci, Présidente. Merci beaucoup. En tout cas, ce fut un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique et je rappelle que vous êtes la présidente du RASEF, le réseau africain pour le soutien à l'entrepreneuriat féminin. Et ainsi se referme cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Bon suite de programme sur Médian TV Afrique.